Bon, je vais commencer tout doucement. La personne qui doit faire l'introduction avec moi n'est pas connectée. Donc, je suis Christelle Bridet. Je travaille chez Engie. Je suis déléguée territoriale pour la Lorraine. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de sobriété hydrique et comment finalement, vous, les entreprises, vous pouvez être accompagnés sur ce chemin. Donc, la ressource en eau, vous en avez bien conscience, est un enjeu majeur. On l'a très bien vu au courant de l'été dernier. Beaucoup de nos adhérents, quand je parle de nos adhérents, je parle d'Entreprendre en Lorraine Nord, sont confrontés à ces questions d'une gestion de l'eau plus vertueuse. En tant que citoyen également, on est tous évidemment concernés par ce sujet d'une gestion de l'eau plus vertueuse, plus économe, penser au recyclage. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous expliquer donc qui on était. Donc ELN et donc vous expliquer par la voix de notre président Franck Maillet qui n'est pas encore connecté mais qui va nous rejoindre et qui va prendre la parole un peu plus tard sur cette association. Donc moi, au sein de cette association ELN, je suis responsable de la communauté des éco-adhérents qu'on a créée il y a à peu près un an, qui fédère une trentaine d'adhérents qui donc se sont engagés dans une démarche autour de l'éco-responsabilité au sens large, donc aussi bien autour de l'énergie que des déchets, de l'eau ou encore d'une démarche RSE auprès de leurs collaborateurs. Donc, ils sont soit engagés au sein de leur entreprise, soit également, ils peuvent être offreurs de solutions finalement pour leurs clients avec des offres qu'ils mettent en œuvre sur le marché. Donc, cette trentaine d'adhérents au sein de LN se sont fédérés et donc on a créé cette communauté. Et donc, j'essaye avec un certain nombre d'autres adhérents de l'animer. Et donc, on organise des actions, des animations. Et d'où ce webinaire ce matin sur le sujet de l'eau, avec donc des experts, comme vous avez pu le voir dans le programme. Donc, peut-être commencer par présenter la communauté des éco-adhérents. Donc, rapidement, là, vous voyez tous ceux qui sont engagés à mes côtés pour faire vivre cette commission, donc on appelle la team éco-adhérent. Donc vous voyez qu'il y a des gens un peu de tous les horizons, du monde de l'énergie, du monde de l'eau, du monde des déchets, et aussi un petit peu de smart building, voilà. On a une marraine donc, qui nous soutient dans cette démarche, qui est une ancienne présidente de LN, Anne Ribérol-Flèche, et très engagée d'ailleurs sur le sujet de la préservation de l'eau. Donc, je passe le message de notre président, on y reviendra puisqu'il n'est pas encore connecté, il a dû avoir un empêchement ce matin. Mais peut-être, voilà, passer la parole à Eric, qui du coup est à mes côtés dans cette commission des éco-adhérents et qui donc, lui, va nous dire quelques mots sur le contexte global en tant que producteur d'eau. Eric, du coup, je te passe la parole. Oui, merci Christelle. Donc Eric Trassard, je suis le directeur de la Lorraine chez Suez Eau France et le DG de la Société d'eau de l'Est, qui est une filiale de Suez sur le bassin houiller. Donc, c'est 150 salariés. On travaille principalement pour des collectivités et des grosses industries, des grandes industries. Alors, nouvellement membre de la team éco-adhérent aux côtés de Christelle. Alors, l'idée, c'était de replacer un peu le contexte global. Pourquoi est-ce qu'on parle de sobriété hydrique dans les entreprises? Et plus globalement, d'ailleurs, chez tous les consommateurs finaux, hein, et on en parle de plus en plus depuis 2 ans. Alors, les collectivités ont historiquement beaucoup travaillé sur la qualité des eaux distribuées. Elles sont maintenant en général de très bonne qualité. On améliore de plus en plus la qualité de l'eau produite
Et on ajoute de plus en plus de normes, ce qui est très sain. Tout le travail n'est pas fait. Il y a encore certaines situations locales qui peuvent être un peu plus contrastées, mais enfin, la situation au global sur la qualité de l'eau est quand même plutôt bonne en France. Les collectivités travaillent depuis plusieurs années également sur la quantité d'eau produite et distribuée, acheminée jusqu'au consommateur final. Alors, c'est le fameux rendement du réseau dont on parle de plus en plus depuis un an, un peu plus d'un an. La quantité, en tout cas dans nos contrées, posait rarement souci jusqu'à maintenant. Et la situation a vraiment basculé l'année dernière avec l'année 2022, qui est historiquement la plus chaude et la plus sèche enregistrée par Météo France depuis 60 ans, d'après ce que j'avais recherché. Et la quantité d'eau disponible diminuant, il faut maintenant que l'ensemble du système de distribution d'eau potable travaille sur la sobriété hydrique, y compris chez le consommateur final, ce qui est une nouveauté. Alors, en aparté, ça remet quand même en cause le modèle économique du secteur qui est basé sur le principe de l'eau paye l'eau. Et donc, le prix de l'eau va très certainement globalement augmenter dans les années à venir. Les investissements nécessaires sont importants et l'assiette de consommation diminue de plus en plus. On l'a vu notamment avec les annonces du plan eau du gouvernement qui va arriver. Donc les entreprises, dans ce cadre général, ont de multiples intérêts à économiser et protéger la ressource en eau. Elles sont concernées dans tous leurs usages. On va en voir un certain nombre, là, que ce soit la diminution des consommations, le traitement des rejets, le réemploi des eaux, etc. Ce sont des thématiques que vous voyez de plus en plus. C'est à la fois une obligation réglementaire, pour une certaine part en tout cas, c'est un engagement sociétal nécessaire, je pense qu'on en est maintenant tous persuadés, et ça va devenir de plus en plus un avantage économique pour les entreprises. Voilà pour un contexte global. Je passe la parole à Michel Fick, qui est président du pôle Hydreos. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis professeur à l'université, je suis président du pôle Hydreos. Alors, le pôle Hydreos, c'est le pôle de l'eau du Grand Est, hein. C'est une association qui regroupe 170 adhérents, essentiellement des entreprises, hein. Ça va de Suez à des startups issues de l'université. Et notre mission, c'est de développer l'innovation sur le territoire, et donc sur l'eau, bien évidemment. Alors, moi, Alors, est-ce que ça marche? C'est bon, vous voyez, vous avez la bonne diapo? OK. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de choses un peu générales, en arrivant progressivement vers des choses très concrètes. Alors, c'est vrai que ça a été dit, hein, c'est que l'année 2022 a été très très sèche. On pense que l'année 2023 va sans doute suivre le mouvement. Et j'aime bien montrer cette diapo là, avec un article du Monde qui date de l'année dernière, avec les pierres de la faim qui ressurgissent comme un avertissement. C'est sur l'Elbe. Et en fait, quand ces pierres apparaissaient au cours du XVIe siècle, euh, eh bien, les gens avaient une crainte de famine qui suivait, hein, parce que c'est-à-dire un manque d'eau avait forcément des incidences sur la vie au quotidien. Et quand on parle d'eau, alors on parle d'eau de consommation, de notre vie au quotidien, mais il faut voir également qu'un manque d'eau a des incidences également sur l'énergie, hein. S'il n'y a pas beaucoup de neige en hiver, c'est-à-dire que les barrages peuvent être affectés, donc la production d'électricité notamment. Et puis, comme ça a été le cas l'année dernière, des canaux ont dû être fermés à la navigation par manque d'eau. Ça veut dire que le transport fluvial, qui est quand même un transport relativement intéressant sur le plan de la consommation énergétique, ne peut pas se développer. Donc là, il n'y a donc pas, enfin, vous voyez que l'incidence d'une quantité d'eau faible n'a pas que des incidences sur notre vie au quotidien en termes de consommation de les ménages. Alors, euh, alors, rapidement, vous êtes tous, connaissez tous ce cycle naturel de l'eau, mais je pense que c'est important de quand même d'y revenir sur le fait que jusqu'à présent, comme ça a été dit, on n'avait pas trop de soucis. On avait un cycle qui se déroulait relativement bien, dans nos contrées en tout cas, avec de l'eau qui est issue des précipitations, qui s'écoulait tranquillement dans nos rivières ou passait dans le sol, et puis repartait vers la mer pour un nouveau cycle. Donc tout ça, ce sont des choses qui étaient relativement bien comprises et sans trop de préoccupation, en tout cas par rapport à la quantité.
Or, aujourd'hui, si on regarde l'évolution des températures, alors là, vous voyez, c'est les températures sur Tomblaine, hein, enfin, sur Nancy-Essé, entre 1960 et 2021, avec une moyenne qui a été établie entre 1960 et 1990. Et on voit que depuis ces années 90, on a une augmentation sensible de la température et on estime ça à peu près un peu plus autour de 0,3 degrés par décennie. Donc c'est constant, donc on n'a pas de doute là-dessus maintenant, et également dans nos contrées. Alors cette eau qui s'écoule par le grand cycle. Donc, on considère qu'à peu près, hein, c'est des ordres de grandeur, hein, il faut voir, parce que ces chiffres-là, ils ne sont pas hyper précis, mais ces ordres de grandeur, que ces précipitations qui nous amènent l'eau de notre consommation au quotidien, eh bien, à peu près 2 tiers qui s'évaporent, à peu près un quart qui s'infiltre, et puis 16% qui alimentent nos cours d'eau. Et ce qu'il faut avoir en tête, et c'est lié à l'accroissement de température qu'on connaît et qu'on va continuer à connaître, c'est qu'à peu près, hein, si vous augmentez d'1 degré, c'est 7% d'eau évaporée supplémentaire. Donc vous voyez qu'avec l'élévation de température, c'est encore moins d'eau disponible quelque part pour notre consommation. Alors ensuite, on parle du petit cycle souvent. Donc en gros, c'est le prélèvement qu'on va faire sur le grand cycle pour alimenter nos besoins. Donc là, sur les collectivités notamment, hein, donc on a des traitements, hein, et que maîtrise très bien la Suez, bien évidemment. Et puis donc on a cette utilisation et ce rejet ensuite de l'eau dans la nature. Alors, cette conjonction, si vous voulez, de grand cycle, du petit cycle, fait que on a à se préoccuper d'un certain nombre d'enjeux pour le futur. Alors, la qualité des eaux, c'est effectivement quelque chose de très important. Alors, on va y revenir. Il y a la gestion des ressources. Bien évidemment, comme on a un manque d'eau qui va se faire de plus en plus pressant, il va falloir qu'on arrive à partager correctement la ressource. Et puis, il y a un besoin de lutter contre le changement climatique. Et là aussi, une préoccupation importante par rapport à ce qui se passe dans nos villes pour retenir le plus longtemps possible l'eau. Puis enfin, c'est ce qui va occuper un peu la discussion par la suite, la sobriété, le recyclage et la réutilisation de l'eau pour éviter de gaspiller. Alors, la qualité des eaux, j'ai juste fait un focus sur les eaux de consommation. Il y a un certain nombre de déterminants de la santé. C'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé, c'est parce que vous avez un certain nombre d'éléments qui font que vous avez cette capacité à maintenir votre santé dans un bon état. Il y a la génétique. Il est clair qu'il y a des gens qui sont plus orientés vers certaines maladies. Hein, ça, c'est la génétique qui parle. Vous avez le contexte social. Il est quand même plus facile d'être suivi médicalement parlant en Occident qu'au plein milieu de l'Afrique. Il y a le comportement et l'alimentation, la fumée ou les alimentations trop riches, par exemple. Et puis, il y a l'environnement. Et on voit apparaître aujourd'hui un certain nombre de molécules qui n'étaient pas forcément dans le radar jusqu'à présent et qui ont potentiellement un impact fort sur notre santé. Alors, je vais en citer deux. Alors, l'une, c'est le métabolite du chlorothalonil, donc, qui est un pesticide qui est aujourd'hui interdit. Mais ce métabolite, on ne le mesurait pas, on n'arrivait pas à le mesurer jusqu'à présent, on le fait aujourd'hui. Parce que les techniques analytiques ont évolué, ou alors, lorsqu'il est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les polluants éternels, hein, sur les substances poly- ou perfluoroalkylées, qu'on retrouve un peu partout, et surtout dans les zones industrielles. Il y en a beaucoup en Allemagne, un peu moins en Alsace, encore un peu moins en Lorraine, mais néanmoins, on retrouve ces polluants un peu partout. Et aujourd'hui, on sait les mesurer. Et ils auront sans doute un impact important sur notre santé dans l'avenir. Donc ça, c'est un élément important. Et on considère que, là aussi, il y a un article du Monde là, qui date de 2022, que voilà, la pollution est responsable de 9 millions de morts chaque année dans le monde, hein, pour à peu près 57 millions de décès par an dans le monde. 9 millions de morts sont dus à la pollution. Alors, il n'y a pas que l'eau, bien évidemment, il y a aussi l'air. Mais c'est un élément important, hein, de la qualité des eaux et la présence de molécules chimiques qui peuvent avoir des incidences fortes sur notre santé. Sur la gestion de la ressource, un autre enjeu très, très important, c'est de plus considérer que l'eau, c'est un bien commun. Et donc, il faut, en sachant que sa disponibilité va être entravée avec le changement climatique, il faut peut-être davantage se pencher sur la question de ce partage.
Et on voit, vous voyez, vous avez les chiffres sous les yeux, hein. Grosso modo, l'eau consommée hein, en France, bah, c'est essentiellement destiné à l'agriculture. Vous voyez, à peu près plus de la moitié, 26% pour l'eau potable, et puis vous avez le secteur industriel énergétique pour le reste. Et donc se pose cette question du partage. Alors, on a entendu parler des polémiques sur les méga-bassines, hein, c'est le problème de l'agriculture. Juste que vous sachiez que pour produire un kilo de céréales, c'est à peu près 500 litres d'eau. C'est l'ordre de grandeur hein, qu'il faut pour arriver à 1 kilo de céréales. Donc, ça veut dire que dans les années futures, il va falloir vraiment qu'on arrive à organiser au niveau des territoires un partage équitable de l'eau de manière à ce que toutes les activités humaines qui nécessitent sa consommation puissent être, comment dire, bien concernées. Pardon. Alors, les ressources en eau, bah, vous avez le BRGM qui tous les mois, alors je n'ai pas récupéré la situation de la nappe au 1er juillet, elle n'est pas sortie hier, elle n'était pas sortie en tout cas, qui vous donne une évolution de la disponibilité d'eau dans les nappes. Donc ça, c'est un élément important. Je pense qu'au 1er juillet, la situation a empiré. On voit que quand on passe du bleu au rouge, ben, c'est bleu, c'est plutôt bien, et rouge, ça commence à être critique. On voit qu'il y a vraiment des gros soucis déjà au niveau du sud de la France et sur l'est de la France, hein, le sud-est. Donc ça permet d'avoir une évaluation des nappes et donc d'une certaine manière de la disponibilité de l'eau pour l'ensemble des activités. Alors, sur ces problèmes de nappe, il faut pouvoir essayer de remédier à leur assèchement. Alors, il y a un certain nombre de techniques qui existent. Alors, je vais juste en citer une qui s'appelle la recharge maîtrisée des nappes, c'est-à-dire comment on fait pour recharger des nappes lorsque le risque de pénurie arrive. Alors, vous voyez que sur cette carte européenne, il y a un certain nombre de points qui correspondent à des mises en place de recharge maîtrisée des nappes. Et on voit que sur la Belgique et puis les Pays-Bas, on a une densité très forte de recharge maîtrisée des nappes. C'est normal parce qu'ils arrivent en bout de course, en fait. Dans ces pays-là, la ressource en eau, elle est essentiellement liée, par exemple, au Rhin, hein, sur le nord de l'Europe, dans cette zone-là en tout cas, et puis des problèmes d'eau salée, hein, puisqu'on est juste au bord de la mer. Et donc là, il y a des nécessités d'employer des techniques qui permettent de recharger le maximum les nappes avec des techniques appropriées. En France, on a très peu de cas, comparativement à la surface, de recharge maîtrisée des nappes. La plus ancienne, celle de Paris, qui est au PEC, hein, qui est tout simplement un système qui permet d'aller puiser l'eau de la Seine, de la filtrer, de la traiter de manière assez sommaire et de la réinjecter parce que le sol est assez crayeux de la nappe phréatique pour pouvoir assurer la consommation d'une partie de la région parisienne. Donc, ça, ce sont des choses qui existent et il va falloir sans doute développer dans les années à venir. Alors, rendre les villes et territoires résilients et durables, ça c'est clairement un problème lié au changement climatique. Quand il va faire de plus en plus chaud dans nos villes, il va falloir qu'on arrive à assumer ou à trouver des solutions en tout cas pour réduire l'impact de l'augmentation de la température. Et il faut à tout prix qu'on passe, vous voyez, de la ville qu'on appelle entonnoir à gauche vers une ville éponge. Entonnoir, pourquoi? Parce que tout simplement, comment dire, les infrastructures urbanistiques de nos villes ont été conçues pour évacuer le plus vite possible l'eau une fois qu'elle tombait du ciel. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut conserver l'eau au maximum sur le sol urbain pour favoriser notamment la végétation. Alors, on considère, vous voyez, que moins de 10% d'eau de pluie est retenue aujourd'hui, et il va falloir augmenter grandement ce pourcentage. Et l'élément essentiel là, et là on vient un peu à des problématiques d'agronomie hein, qui sont chères à mon école d'INSEA, c'est qu'il va falloir qu'on se préoccupe de plus en plus du sol, de manière à ce, parce que c'est lui l'élément moteur dans cette possibilité d'absorption de l'eau, et on a de plus en plus la notion d'agronomie des villes, si vous voulez, de manière à ce qu'on ait un vrai positionnement et une vraie démarche constructive par rapport à la désimperméabilisation des sols, de manière à favoriser, en tout cas, la végétalisation. Alors pour ça, juste deux petites diapos pour illustrer le propos. Eh bien maintenant, vous voyez, les chaussées, elles sont, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des chaussées qui sont drainantes avec des matériaux perméables. Et vous avez en haut à droite un matériau qui s'appelle
Absolu Bois, c'est justement l'objet d'une innovation, hein, d'une recherche qui a été menée au sein de l'Université de Lorraine par une étudiante de l'école du bois. C'est un composé qui combine du béton et du bois et qui est poreux. Hein. Donc c'est ce type de matériau qu'on rencontre de plus en plus, hein, qui permettra à l'avenir d'avoir des villes les plus éponges possibles. Pour finir, comme enjeu, donc économiser, recycler, réutiliser. Alors, on a bien évidemment une diapo qui présente les traitements des eaux. Ça, on sait très bien faire. Hein. Suez, notamment, est un des majeurs internationaux sur le sujet. Donc ça, on maîtrise bien. Ce qu'on ne sait pas se faire pour l'instant en France, c'est réutiliser les eaux usées. Vous voyez qu'on est très très faible en France, 0,6% pour 14% en Espagne et 80% en Israël. Tant qu'on n'a pas été en stress hydrique, on n'a pas mis en place des solutions pour le faire. Aujourd'hui, on peut utiliser ces eaux usées sur l'arrosage des golfs, par exemple, mais c'est interdit sur les hippodromes. Donc la législation est parfois un petit peu, comment dire, bizarre. Et donc ça, là, aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on revienne sur une réglementation qui est beaucoup trop stricte pour permettre de réutiliser un peu mieux. Hein, on ne va pas non plus arriver jusqu'en Israël, c'est pas possible, mais en tout cas d'accroître cette possibilité. Je vais vous donner 3 exemples pour finir. Tout d'abord, un exemple de réutilisation sur, je dirais, une grande échelle, donc sur une collectivité. Donc là, vous voyez, c'est le projet Jourdain en Vendée, où on a une collectivité qui, jusqu'à présent, allait chercher donc l'eau sur la retenue du Genêt. Donc il y avait une potabilisation de l'eau, une consommation de l'eau qui était rejetée ensuite après traitement dans la mer. Aujourd'hui, enfin, le projet est de prélever une grande partie de ce rejet en mer pour le traiter sommairement et le réinjecter en amont de la retenue du Genêt dans une zone de transition végétale, de manière à ce qu'il y ait une filtration naturelle qui s'opère, pour donc réutiliser cette eau qui sera à nouveau potabilisée. Donc là, on est vraiment sur une réutilisation en vue d'une potabilisation de cette eau. Deuxième exemple industriel, celui-ci, c'est le cycle vertueux de l'eau chez Cristal Union. Donc Cristal Union, c'est une sucrerie qui faut également de l'éthanol. Et ils se sont dit tout simplement, mais pourquoi on n'utiliserait pas l'eau de la betterave? La betterave contient 70% d'eau. C'est dommage de ne pas utiliser cette eau pour les différentes opérations, vous voyez, de lavage, de râpage, d'extraction et d'épuration ensuite pour arriver au sucre raffiné. Et donc, grâce à de la technologie, grâce à de la R&D, donc un investissement lourd de l'entreprise, on arrive aujourd'hui à recycler l'eau de la betterave et à économiser à peu près 4 à 5 millions de mètres cubes d'eau. Oui, c'est énorme, mais tout ça parce que la R&D, parce que l'innovation a permis de trouver une solution à condition que l'entreprise ait eu cette volonté. Ça, c'est très, très important. S'il n'y a pas la stratégie derrière, ça ne marchera pas. Et pour finir, sur un exemple là, plutôt de notre vie au quotidien, je vais juste citer l'exemple d'une entreprise qu'on suit également chez Hydreos, qui s'appelle HWQ, qui a simplement inventé un système qui permet de pulser l'eau chaude de la tuyauterie. Et donc, quand vous prenez votre douche le matin, en général, vous attendez que l'eau soit à peu près chaude avant de vous mettre sous la douche. Et c'est toute une partie de l'eau que vous perdez et de chaleur que vous perdez entre le moment où l'eau froide arrive, l'eau chaude, et enfin entre le moment de l'eau froide et de l'eau chaude pour vous doucher. Donc ce volume d'eau tiède est perdu. Et donc le fait d'avoir un système qui pulse l'eau chaude à 90 km/h dans les tuyauteries, ça vous permet en 2 secondes d'avoir de l'eau chaude à la sortie de vos douches. Et donc un système très simple, qui coûte pas très cher, vous permet d'économiser quelques litres d'eau tous les jours et quelques kilos watt également d'énergie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire Merci. pour vous donner quelques exemples. Avec Ah, pour la finir, conclusion. Ouais. c'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse. Et c'est effectivement la conclusion de mon propos, en insistant beaucoup sur notre nécessité d'avoir une société sobre pour pouvoir prévenir les problèmes que nous allons rencontrer dans l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel Fick, donc président du pôle Hydreos. Donc, je voudrais vraiment remercier parce que quand je l'ai contacté pour organiser ce webinaire, donc il m'a aidé à le construire et notamment il a fait le lien avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc qui interviendra juste après. Mais avant, du coup, on a souhaité mettre en lumière un de nos adhérents, donc Jean-Luc Daversy, qui est gérant de Terreville Lavage Auto et qui va justement mettre en perspective donc, ce que Michel Fick vient de nous expliquer là au sein de son entreprise, comment lui, il met, enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je lui passe la parole, il va vous expliquer.
Donc, Jean-Luc, est-ce que tu as pris la main sur la Oui. présentation? Ça devrait être bon normalement. Je suis désolé, Voilà. j'ai quelques petits soucis d'Internet, donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis obligé de passer via le téléphone. Donc, j'espère que tout va bien se passer. On t'entend haut et fort, Jean-Luc. Très bien. Et Alors, donc, merci. Jean-Luc est co-adhérent. Voilà, et il va vous expliquer donc ce qu'il a mis en œuvre. Merci Christelle. Donc effectivement, moi je suis gérant de Terville Lavage Auto, mais également du tunnel de lavage au centre commercial Géric, donc spécialisé dans le lavage automobile. Une des activités qui ont été mises en restriction suite aux dernières crises hydriques. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a été mis en restriction? Parce que ce secteur du lavage automobile est en fait souvent pointé comme étant un très gros consommateur d'eau. Quelqu'un des gens qui utilisent cette eau sans aucune conscience et sans aucune attention, et qui mettent donc en péril cette ressource puisque ils la consomment sans compter. On s'imagine que dans une station de lavage, c'est des milliers de litres d'eau qui sont gâchés parce que envoyés comme ça dans la nature sans aucune restriction. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement dans les stations de lavage? Alors, on vous a présenté tout à l'heure, M. Figue vous a présenté le cycle de l'eau en milieu naturel. Il faut savoir que finalement, une station de lavage, c'est un petit peu une station d'épuration qui également copie ce qui se passe dans la nature. Alors, il faut savoir déjà que dans un premier temps, nous, on préfère le terme de consommateur plutôt au terme de consommateur plutôt des termes d'utilisateurs de l'eau. Il faut savoir que la consommation d'eau dans les centres de lavage ne représente que 0,2% de la consommation d'eau totale annuelle française. 0,2%, donc c'est véritablement infime. Et 95% de cette eau qui est utilisée est rejetée et rendue directement au réseau après avoir été dépolluée. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je vous ai mis ici le schéma en fait d'une station de lavage. Alors, on a pris ici l'exemple d'un tunnel de lavage, mais ça se passe comme ça dans toutes les stations. L'eau qui est utilisée pour le nettoyage est récupérée dans des fosses, et ces fosses vont ensuite être envoyées, transportées mécaniquement vers des cuves. Dans ces cuves, on a tout d'abord des cuves de décantation. Donc, le phénomène de décantation, c'est tout simplement que les boues, plus lourdes que l'eau, retombent au fond des cuves, ne laissant apparaître en surface que l'eau, la partie eau et les hydrocarbures. Les hydrocarbures, eux, se déversent dans des séparateurs hydrocarbures. Ils sont stockés et emprisonnés dans ces séparateurs hydrocarbures pour être ensuite acheminés vers des centres de traitement spécialisés. Et l'eau est envoyée vers donc le recyclage. Alors le recyclage, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la production d'eau potable, c'est tout simplement le fait de pouvoir nettoyer cette eau, de la rendre non pas propre à la consommation, c'est la différence avec les centres de production d'eau, mais en tout cas propre à être réutilisée, ce qu'on appelait tout à l'heure les eaux grises, réutilisées et donc tout à fait propres pour le lavage. Donc les boues ainsi que les hydrocarbures sont donc récupérés, retraités en stations spécialisées. Ces boues, à quoi ça correspond? Bien voilà, je vais vous en montrer ici un exemple. Voilà à quoi ressemblent les boues de lavage, donc tout ce que vous avez sur vos véhicules qui sont récupérés donc dans les centres de lavage auto. Alors là, vous le voyez, c'est quand même assez impressionnant dans une cuve qu'on récupère en une année. Ça représente quoi? Ça représente par véhicule une moyenne de 360 grammes de boue. Donc la boue, 360 grammes en moyenne par véhicule, elle se charge des eaux, des particules qui sont émises par la pollution, mais également les poussières de freinage. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces boues? Pour 21%, ce sont des hydrocarbures. Pour 0,2%, on va y retrouver des métaux lourds tels que le phosphore, le cuivre, le zinc, le chrome, le plomb, le nickel, l'arsenic, le cadmium, le mercure et bien d'autres encore.
et les 79% restants, eh bien, ce sont des eaux, un mélange d'eau, de sable et de terre. Donc, les stations jouent un rôle essentiel dans la dépollution, déjà première chose, mais également dans le recyclage et l'économie de l'eau. On disait tout à l'heure qu'on pensait que c'était des milliers de litres d'eau qui sont dépensés. Eh bien, sachez qu'un lavage à domicile tel que vous pouvez le faire chez vous, ce sont en moyenne 340 litres d'eau qui sont utilisés avec toute la pollution dont on vient de parler qui est directement redonnée dans la nature, dans votre jardin, dans les nappes phréatiques. Un lavage en portique, ce sont 160 litres. Un lavage au tunnel, c'est 120 litres d'eau. Et un lavage à la haute pression que vous faites vous-même est 60 litres d'eau. Ça, c'est hors recyclage. L'avantage du recyclage, c'est tout simplement que ces consommations, vous les divisez par 4. Il faut savoir qu'au tunnel de lavage, avec notre système de recyclage, ce ne sont pas 120 litres d'eau qui sont utilisés, mais seulement 30 litres d'eau par véhicule. Donc, vous le voyez, il y a un véritable avantage déjà de consommation d'eau, de préservation de l'eau, puisqu'on n'utilise plus que 30 litres d'eau fraîche par véhicule, mais également, Eric en parlait tout à l'heure, il va y avoir un véritable effet économique extrêmement intéressant, puisque lorsqu'on n'utilise qu'un quart de la consommation totale, eh bien, on divise forcément sa facture par 4. Donc, le recyclage d'eau, qui a toujours et qui est encore plus développé aujourd'hui dans les stations de lavage, est un véritable enjeu de société, un véritable enjeu économique également. Et donc, il y a un véritable avantage et une véritable raison de se tourner aujourd'hui vers le recyclage d'eau pour toutes les entreprises. Merci Jean-Luc. Donc là, c'est un exemple concret d'un de nos adhérents qu'on remercie d'avoir témoigné. Et donc, on accueille maintenant Sandrine Arbillon, donc, qui est coordinatrice des aides industrie et artisanat à l'agence de l'eau Rhin-Rhône. Et donc, qui va… Reimeuse, pardon. Je voulais agrandir le bassin, Sandrine. Pas de souci. Excuse-moi. Et donc, Sandrine va nous parler des aides et des dispositifs de son agence pour que, en tant qu'entreprise, si vous souhaitez vous engager voilà, dans plus de sobriété, plus de recyclage ou de réutilisation de l'eau dans votre entreprise, vous sachiez un peu ce qui existe dans la région. Voilà. Sandrine, je te passe la parole. Merci Christelle. Donc effectivement, hein, l'objectif là, c'est de vous donner un aperçu en fait des possibilités d'accompagnement par l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Alors justement, quelques mots sur les agences de l'eau, je vais y passer très vite. Donc en fait, les agences de l'eau en fait sont des établissements publics qui sont organisés par grands bassins hydrographiques et non pas sur les limites administratives. Nous sommes donc 6 agences de l'eau sur le territoire métropolitain. Et donc l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc vous voyez le petit logo qui s'affiche. Donc nous sommes en fait sur le quart nord-est. Nous intervenons en fait sur 8 départements, sur tout ou partie de 8 départements. Donc nos missions en fait consistent vraiment à préserver en fait la biodiversité et la bonne santé en fait des milieux naturels, que ce soit les eaux superficielles ou les eaux souterraines. Et en fait, comment faisons-nous en fait, nous prélevons des redevances en fait sur les usages de l'eau, donc les usages, tout ce qui va être prélèvement, pollution. Et en fait, cet argent est réinjecté au niveau local, au niveau territorial en fait, pour favoriser tous les projets qui ont pour ambition en fait la préservation de la qualité des eaux, la quantité des eaux et bien évidemment la biodiversité. Donc on a déjà fait un petit zoom là ce matin avec la cartographie du BRGM qui a été présentée par Michel. J'avais voulu faire un petit zoom sur la Lorraine Nord. Alors, j'ai regardé ce matin, la situation a encore empiré. Je n'ai pas eu le temps de changer la diapo, mais
En haut, vous voyez qu'en fait, on constate une baisse de la ressource disponible en eau au niveau des nappes d'eau souterraines. Donc, on a déjà un secteur qui est en rouge. Alors, ce n'est pas sur le secteur nord, Lorraine Nord, mais donc dans le secteur de Gélacourt, où on a d'ores et déjà des baisses très, très fortes dans les grès du Trias inférieur dans le secteur de Gélacourt. Et quand on regarde les autres surfaces, on voit que finalement, on a d'ores et déjà tout le périmètre sur lequel on envisage des difficultés. Et ce matin, j'ai regardé, tout était passé en orange, c'est-à-dire qu'on est certain qu'il va y avoir des difficultés à court, voire moyen terme par rapport aux usages de l'eau. Donc, bon, voilà, ça c'est le constat. Donc, on a justement pour y répondre en partie, en tout cas le plan eau qui a été annoncé donc, par le président Macron, 53 mesures pour l'eau avec 3 grands axes pour mieux organiser la sobriété des usages pour les acteurs, optimiser la disponibilité de la ressource en eau et préserver sa qualité, parce que lorsqu'il y a moins d'eau, il y a aussi des impacts sur la qualité de l'eau, avec des objectifs de sobriété en fait annoncés, mais pour tous les usagers de l'eau, pas seulement les industriels ou entreprises qui y sont réunis aujourd'hui autour de la table. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 mesures en fait qui concerne particulièrement les entreprises. Donc, une mesure annoncée en fait qui concerne les 50 entreprises très très grosses consommatrices d'eau qui vont effectivement devoir en particulier mettre en place des plans d'action sobriété, mais pas que. Il y a aussi une mesure en fait, donc vous avez dû voir passer des consultations pour favoriser justement la réutilisation de l'eau et pour mieux encadrer justement les prélèvements lors de périodes de sécheresse pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, il y a également donc un décret sur la réutilisation dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire qui vise à faciliter les projets. Donc, les consultations sont terminées, mais les textes définitifs ne sont pas encore parus. J'imagine que ça ne devrait pas tarder. Donc, au-delà du plan eau annoncé, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse en fait accompagne depuis toujours les industriels et les artisans en fait dans toutes leurs actions qui visent soit la lutte contre la pollution des eaux, soit justement aller vers plus de sobriété en eau, donc au travers d'actions qui vont permettre de mieux anticiper et de s'adapter en fait aux effets du changement climatique dans vos activités. Donc, pour cela, il y a donc effectivement un accompagnement financier qui est possible, avec des aides financières qui sont mobilisables aussi bien pour les études que pour les travaux. Donc, je vous ai indiqué ici ce que l'on appelle nos taux d'aide de référence. Donc, pour les études, de 50 à 70% d'aide possible, et pour les travaux, de 40 à 60% d'aide. Il faut savoir en fait que nos taux d'aide sont encadrés du fait du fait qu'on est en Europe et qu'on ne peut pas, au titre de la libre concurrence, aider des industriels comme on aiderait une collectivité qui n'est pas dans le champ concurrentiel. Donc, alors ces taux d'aide peuvent, si vous êtes des industriels qui sont soumis à la directive sur les émissions industrielles, la directive IED, peuvent parfois être modulés à la baisse, parce qu'en fait, il faut toujours anticiper les normes de l'Europe, mais on peut encore et toujours vous accompagner dans ce cas de figure. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples, alors c'est un panel, ce n'est pas exhaustif, d'actions qu'on est susceptible d'accompagner. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ce sont les économies d'eau, bien évidemment, qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement financier. Également, tout ce qui va être technologie propre, c'est-à-dire un outil de production qui va être plus vertueux, soit par rapport à sa consommation d'eau ou à ses émissions de pollution. On va également, bien évidemment, pouvoir accompagner tout ce qui va être dispositif épuratoire, que ce soit pour lutter contre la pollution dite classique ou pour la pollution, tout ce qui va être la réduction des substances toxiques pour l'environnement, voilà, les métaux, les HAP justement.
On est susceptible également d'accompagner tout ce qui va être prévention de pollution accidentelle ou des stockages plus fiables de vos déchets. Donc là, vous voyez sur la petite diapo, alors c'est tout petit, vous le voyez mieux en fait sur notre plaquette des aides qui est disponible sur notre site internet. Ça peut être des conteneurs à déchets, ça peut être voilà, des dispositifs de rétention sous des déchets ou des produits susceptibles d'être dangereux et de s'écouler vers les égouts ou les milieux aquatiques. On fait également la promotion de tout ce qui est gestion intégrée des eaux pluviales. Monsieur Fick en a parlé. Alors, les chaussées à structure réservoir sont une solution, mais également, il est possible de faire des noues, par exemple sur des parkings, de récupérer des eaux de toiture de certains bâtiments administratifs, par exemple, de réutiliser des eaux de process d'ailleurs aussi, pour les réutiliser à nouveau dans votre process ou pour d'autres usages qui nécessitent une qualité d'eau parfois un petit peu un petit peu moins qualitative. Donc voilà, vous voyez effectivement qu'on a un panel très important. Alors, quand on veut se lancer dans un projet de sobriété en eau, par exemple, il est important en fait d'être quand même organisé et d'anticiper les choses. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller justement de commencer par des études et en tout cas de vous entourer de personnes compétentes en fait pour en premier lieu cartographier vos usages de l'eau, parce que très souvent on se rend compte que les industriels ou entreprises que nous sommes susceptibles de rencontrer et qu'on accompagne n'ont parfois qu'une vision très partielle de ce que sont leurs usages de l'eau et du vrai coût de l'eau finalement dans leur entreprise. On ne voit que l'eau qu'on pompe, mais derrière, il y a un coût énergétique justement pour les pomper, parfois pour la chauffer, la refroidir dans son process, pour la traiter derrière. Et donc, une fois qu'on a effectivement bien cartographié les usages, en ayant parfois rajouté des compteurs d'eau que l'agence de l'eau peut aussi financer, il y a deux voies possibles. La première, c'est vraiment d'identifier tout ce qui va être les possibilités de réduction. Dans vos process, ça c'est la sobriété en premier lieu. Et effectivement, la seconde voie, voir si effectivement il n'y a pas des usages qui nécessiteraient une qualité moindre d'eau et en croisant en fait les utilisations d'eau que vous avez dans votre entreprise avec les volumes d'eau que vous êtes susceptibles de réutiliser ou de récupérer, avec ou sans traitement, parce qu'il y a aussi parfois des traitements qu'on peut mettre en place pour réutiliser les eaux. Ça vous permet après de déterminer justement s'il est possible de faire cette réutilisation au sein de votre entreprise. En tout cas, c'est une démarche qui ne se fait pas en une semaine. Il faut effectivement bien connaître ses usages de l'eau au sein de son process et de son entreprise avant de pouvoir arriver à une réutilisation interne. Alors, l'agence de l'eau peut vous accompagner financièrement, mais on a également des possibilités d'accompagnement à travers et grâce à différents partenariats qu'on a. Alors, je mets partenariat et ou innovation. Là, donc la liste n'est pas du tout exhaustive. On a d'ores et déjà un partenariat avec certaines chambres. Donc, pour votre secteur, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement eau grâce à la Chambre de commerce et d'industrie de Moselle. Et bon, pour les entreprises artisanales, donc avec la Chambre de métier de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, donc avec qui nous avons des partenariats. Nous avons également l'habitude de travailler avec certaines fédérations professionnelles, Hydreos également, au titre de l'innovation. Je voulais du coup faire un petit zoom en fait sur ce partenariat qui met en avant l'innovation. Donc, on a l'existence d'un club eau industriel en fait qui peut vous intéresser, qui est animé justement par Hydreos. Il y a eu l'organisation de webinaires, de journées techniques, donc pour les entreprises de l'agroalimentaire, donc ainsi qu'un livre blanc eau industrie. Donc je vous ai mis les liens ici qui peuvent vous intéresser en fait pour voir des exemples concrets d'entreprises qui se sont lancées finalement dans l'aventure de la sobriété. Et il y a également la possibilité via Hydreos de bénéficier d'un pré-diagnostic d'efficacité hydrique. Donc c'est bien un pré-diagnostic. Après, parfois, il faut lancer d'autres études plus poussées qui peuvent vous conduire ou pas à des travaux. Parfois, c'est uniquement d'optimisation. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, donc vous voyez les partenaires ici qui peuvent vous accompagner avec le soutien aussi financier de l'Agence de l'eau.
Donc, si vous avez effectivement des dossiers que vous souhaitez présenter pour obtenir une aide financière, c'est tout à fait possible. Donc, aujourd'hui, nous fonctionnons par voie totalement dématérialisée. Donc, vraiment, le point d'attention, c'est solliciter une aide et attendre que votre dossier de demande d'aide ait été déclaré complet avant de passer commande ou de démarrer vos travaux. Voilà, parce que sinon, il n'est plus possible de vous accompagner financièrement. Il faut vraiment qu'il y ait une antériorité, j'insiste très fortement, parce que voilà, certaines entreprises vont parfois très vite. On sait être réactif aussi, voilà, on est quand même en général relativement joignable. Donc, usuellement, la démarche, c'est effectivement de prendre contact avec le chargé d'intervention ou l'animateur, partenaire de l'agence de l'eau, pour pouvoir avoir les bonnes informations. On peut vous guider pour remplir ces dossiers de demande d'aide. Vous créez votre compte sur cette plateforme dématérialisée qui s'appelle Rivage. Vous faites votre demande. On vous donne cet accord de démarrage. Vous faites ensuite votre projet et donc en parallèle, il y a la décision d'aide de l'agence qui vous est notifiée. Et donc voilà, comme pour d'autres partenaires financiers, le solde se fait sur justificatif en fait des travaux. Voilà, donc je vous ai mis le lien ici. Pour avoir plus d'informations, vous y retrouverez nos plaquettes sur les aides à destination des industriels, des entreprises petites et artisanales, ainsi que toutes les informations connectées à notre logiciel de notre plateforme d'aide dématérialisée Rivage, qui va vous permettre en fait de nous faire vos demandes d'aide. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à appeler l'agence. Voilà, je vous ai mis les coordonnées ici. Vous serez orienté vers le chargé d'intervention de votre secteur. Donc, pour ma part, j'ai une partie de la Moselle Nord, donc on se croisera peut-être. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Christelle, ton micro est coupé. Ton micro est coupé, voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Nous sommes pile poil dans le timing. Le temps est venu, donc si vous avez des questions, de profiter voilà, de la présence de nos experts pour éventuellement aborder des points particuliers que vous auriez. N'hésitez pas. Oui, moi j'aurais une question là. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Excusez-moi, j'ai la caméra qui ne marche pas, mais bon. Voilà, bonjour Christophe. Bonjour Christophe, vas-y, on t'écoute. Alors, moi juste au quotidien, j'utilise de l'eau du robinet que je mets dans un appareil pour le filtrer, pour le boire. Est-ce que les actions qu'on entreprend, on va dire, pour préserver, on va dire, l'eau ou réutiliser l'eau, est nuisible à cette consommation propre, ou est-ce qu'il faut oublier de boire de l'eau du robinet filtrée? Qui veut répondre? Je peux tenter un début de réponse, vous compléterez. Mais effectivement, la réutilisation de l'eau n'a pas d'impact sur la qualité de l'eau du robinet, en tout cas pas directement. Derrière, les contrôles sont tout à fait sont réalisés. La personne de chez Suez pourra très bien répondre par rapport au traitement de l'eau. Voilà, la qualité d'eau n'est pas impactée au niveau du robinet chez le particulier. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des projets de réutilisation d'eau partout, parce que parfois aussi, il est important de laisser l'eau dans les cours d'eau, parce que de réutiliser trop d'eau à certains endroits peut avoir un impact sur la biodiversité locale, parce que s'il n'y a plus assez d'eau dans le cours d'eau parce qu'on la prélève et finalement on ne la rejette plus, ça peut avoir des impacts négatifs localement en fait sur les milieux. Merci. Alors, on a plein de mains qui se lèvent. Donc, en premier, c'était Jean-Luc. Oui, bonjour Christophe. Ce qui serait peut-être intéressant pour répondre à ta question, ça serait de se rapprocher. Alors, je ne sais pas s'il est là avec nous, il avait été invité, mais de nos amis de chez Rotomad, Arnaud Fournier, puisque… Oui, il est là. Si, voilà. Celui-ci nous a présenté… Voilà, bonjour Arnaud. Et il nous a présenté, et je crois que c'est déjà en place, des solutions de retraitement des eaux dans des campings.
et qui sont donc réutilisés dans les mobil-homes de ces campings, si je ne me trompe pas. Oui, alors nous effectivement, on offre des solutions voilà, de traitement des eaux usées pour des applications non collectives et semi-collectives. Donc effectivement, on a la possibilité au sein du groupe voilà, de pouvoir proposer ce type de solution. Après, sur la réutilisation effectivement de ces eaux en sortie de filière, voilà, on n'a pas forcément aujourd'hui encore toutes les solutions techniques pour pouvoir, on va dire, répondre réellement aux différents besoins, et sachant aussi qu'on attend que ce soit bien encadré par les lois françaises qui doivent prochainement sortir, notamment sur ce sujet. Oui, juste pour finir sur ce sujet, en fait, la réutilisation de l'eau ne permet pas de réutiliser l'eau pour refaire de l'eau potable, en fait. Hein, c'est bien de l'eau qui sera à destination d'un process ou de lavage ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas refaire de l'eau potable avec de l'eau usée directement. Voilà, pour répondre. Philippe Goudal a levé la main. Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, j'avais une question sur les aides des agences de l'eau. Si tout le monde n'a pas répondu ou s'il y a encore un sujet sur la première question, je laisse terminer. Mais sinon, moi, j'avais une question sur les agences de l'eau. Vous pouvez repréciser votre question par rapport à la présentation de Sandrine Arbillon. Oui, alors nous sommes une société qui propose des solutions de mesure de consommation d'eau. Et j'ai noté qu'il y avait un certain nombre d'aides qui étaient possibles par les agences de l'eau. Par contre, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que les aides et le dossier doivent être soumis avant d'entreprendre des actions ou des travaux, donc sur devis, comme vous l'avez précisé dans votre présentation, ou s'il y a d'autres agences de l'eau qui interviennent plutôt après les premiers travaux entrepris? Alors non, là, pour la peine, on a tous les mêmes règles, hein. Tout financeur public, il faut effectivement que votre dossier soit déposé avant. Donc on déclare la complétude du dossier sur devis. Et après, l'entreprise passe sa commande et met en place ses compteurs, fait ses travaux, etc. Sinon, on ne peut plus. En fait, c'est le concept d'incitativité de l'aide, en fait, hein. Parce que si vous passez commande sans même savoir si votre dossier est complet, ça signifierait que, voilà, peu importe si vous avez une aide, vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est pour cela qu'il faut effectivement que nous imposons la complétude de l'aide avant le démarrage des travaux. Parfait, c'est très clair en fait, parce qu'on a des clients partout sur le territoire qui sollicitent justement ces aides sur l'installation de compteurs pour mesurer leur consommation. Et puis après, sollicitent évidemment ces aides pour pouvoir être accompagnés. Merci beaucoup. Alors, juste une petite précision, pour tout ce qui est travaux, il nous faut 10 000 € de travaux éligibles pour une aide. Donc, un compteur n'est peut-être pas suffisant parfois, mais c'est pour ça qu'il faut voir son projet globalement dès le départ. En tout cas, on essaye d'inciter à ça. Oui, tout à fait. Il y a des usages différents sur les sites en fait, et donc nécessité certaines fois d'installer plusieurs compteurs, bien sûr. Michel, tu souhaitais réagir Ouais, j'avais deux petites remarques peut-être. Alors, ce qu'a dit Sandrine est tout à fait vrai, hein, sur la réutilisation. Alors, c'est possible d'avoir des pourcentages importants de réutilisation quand les eaux usées sont directement rejetées à la mer. Parce que là, il n'y a pas d'impact réellement. Et donc, c'est pour ça que le projet sur les Sables d'Olonne, il est intéressant, hein, c'est le projet Jourdain, puisqu'on va pouvoir récupérer peut-être 20, 30, 40% de l'eau qui était rejetée pour la recycler. Donc ça, c'est pas mal. On ne peut pas le faire sur Nancy ou sur Metz, parce que ça aurait un impact sur l'étiage de la Moselle, notamment pour Nancy. Donc ça, c'est un point. L'autre point, peut-être, c'était par rapport à la présentation de Jean-Luc. Donc, il montrait bien la nécessité de recyclage. Il y a un autre impact qui est quand même pas inintéressant dans ce qui a été montré, c'est que toute cette pollution qu'on récupère des zones de nettoyage des voitures, c'est de la pollution qui aurait été de toute façon récupérée sur les chaussées et aurait été comment dire, déversée dans la nature. C'est-à-dire les milliers de mètres cubes, parce que ça représente des milliers de mètres cubes
d'hydrocarbures, les tonnes, ça représente là aussi, j'ai fait le calcul, des tonnes de métaux lourds, c'est des polluants qui ont été récupérés dans la nature, enfin, dispersés dans la nature. Donc les stations de lavage d'eau, qu'on considère souvent comme des stations de consommation d'eau, ont aussi une vocation à récupérer de la pollution et de la traiter. Vous voyez. Donc c'est pas inintéressant non plus de voir ces stations sous cet angle-là. Hein. Donc si en plus elles font des efforts en termes de recyclage, voilà, c'est peut-être des choses qu'il faut préconiser plutôt que des lavages à la maison, quoi. Voilà. C'est doublement vertueux. C'est vertueux au titre des économies d'eau et au titre de la concentration de la pollution et du coup le fait que ça évite que ça parte dans la nature. Ouais. On en a bien conscience puisque Jean-Luc nous en parle souvent et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en lumière. Il y a encore Christophe Marchal qui a levé la main. Oui, en fait, j'ai compris que les ressources vont diminuer, que le prix va augmenter. La question que je me pose, c'est quelles sont les tendances aujourd'hui en termes de prix? Parce que quelque part, il va falloir comment on va faire pour calculer un retour sur investissement par rapport au projet d'amélioration? Je vais peut-être répondre, enfin apporter une partie de la réponse. Alors la problématique pour vous donner une projection sur le prix, c'est que l'eau est un service très local et donc le prix varie de manière parfois assez importante entre deux collectivités ou entre deux services d'eau en tout cas. Donc c'est difficile d'en tirer une règle générale. Cependant, d'après mon expérience en tout cas, là, le prix de l'eau sur la partie exploitation, parce qu'il y a plusieurs composantes du prix de l'eau. Il y a la partie qui va à l'agence de l'eau, au service de l'État, on en a parlé, pour la TVA, et puis les redevances agences. Il y a la partie qui finance les investissements qui revient aux collectivités et la partie qui finance l'exploitation. La partie qui finance l'exploitation, qui représente, à vue de nez, à peu près la moitié de la facture, voire un peu plus, mais encore une fois, c'est très local. Elle a augmenté entre 2023 et 2022 de 10% à peu près. Et c'est le reflet des augmentations d'énergie, de coûts de travaux publics, des salaires, etc., qu'on vit en ce moment. Je suis totalement incapable de vous faire des projections sur le prix de l'eau de manière nationale, puisqu'il faudrait une boule de cristal. Mais là, pour vous donner une idée, c'est cette augmentation qu'on a subie. Et le prix de l'eau à l'heure actuelle, assainissement compris, moyenne française, je crois, est aux alentours de 4,50 € TTC du mètre cube. Après, il était à 4,30 € de mémoire l'an dernier. Peut-être que Michel ou l'agence de l'eau pourront confirmer ces chiffres-là. Oui, je confirme, hein, c'est l'ordre de grandeur. Hein. C'est tout à fait ça. C'est bien, on arrive au terme du temps qu'on s'était accordé. Est-ce qu'il y a une dernière question rentrée que vous souhaiteriez poser? Alors, peut-être on peut demander à notre président, Franck Maillet, de faire le mot de la fin. On peut lui demander donc de présenter ELN et puis de dire un mot de l'actualité de notre association pour la rentrée de septembre. Peut-être il y a un événement majeur qu'il voudrait nous partager. Franck? Oui, bonjour à tous. Déjà, je remercie pour l'ensemble des intervenants et l'organisation par Christelle sur cette thématique de l'eau. On voit que les informations sont pertinentes et nous apportent plus d'éclairage sur notre mode d'utilisation de cette ressource et de la façon dont on peut la préserver. AELN, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, c'est une association qui a été créée dans les années 90 par des grands donneurs d'ordre du bassin d'emploi du territoire nord-lorrain et qui s'est étendue plutôt sur l'ensemble du périmètre de la Lorraine et du Grand Est. Et aujourd'hui, on y regroupe à peu près 200 entreprises sur des orientations stratégiques comme la qualité de vie au travail, mais aussi sur l'environnement, le numérique, le digital, le recrutement, l'accompagnement des chefs d'entreprise dans les difficultés, dans les opportunités,
Nous aidons à identifier les dispositifs d'accompagnement du chef d'entreprise en lien avec les services de l'État ou encore avec les collectivités. Mais avant tout, c'est un réseau de chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise qui nous permet de mieux connaître un territoire pour mieux recruter, pour aussi connaître au travers de l'indice ELN quel est le niveau de la santé économique de nos carnets de commandes, mais aussi de la température sociale et sur toutes les aides, ou en tout cas les bonnes pratiques autour de la sécurité et de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et pour ce faire, il y a un grand événement de rentrée, comme l'a indiqué Christelle, au 19 octobre, à Thionville, dans la salle multisport de la Millière. C'est le Salon à l'envers qui a été créé il y a 28 ans déjà et qui regroupe les grands donneurs d'ordre, les sous-traitants, pour l'ensemble des besoins en recrutement, mais aussi en achat de services et produits, avec également au mois de novembre le Festival international du film industriel qui permet aussi de faire découvrir les métiers de l'entreprise et de l'industrie à nos jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu des actualités, il est essentiel d'aller se mettre ou de rapprocher l'entreprise avec le monde de la formation et de l'éducation nationale et de l'Université de Lorraine. Donc, c'est pas que ça, ELN, c'est, comme je vous l'ai indiqué, un certain grand nombre d'entreprises qui sont en lien avec, entre elles, mais aussi avec l'ensemble des dispositifs qui sont présents dans le territoire pour vous aider à les identifier et surtout organiser, comme ce matin, des webinaires, des jeudis d'entreprendre, du présentiel. C'est la thématique de l'eau, ça a été ce matin la thématique, mais tout au long de l'année, ce sont des thématiques que l'on traite autour de l'environnement, du digital, de l'innovation, des projets éco-responsables, que pilote d'ailleurs aujourd'hui au travers de sa communauté Christelle Bridé. Donc je remercie beaucoup Christelle, Michel Fick, Sandrine Arbillot et puis notre adhérent Jean-Luc Taberzi de Terville Lavage Auto et Eric Trassard de Suez Eau. Merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée et j'espère que ça vous a suscité l'envie de venir nous rejoindre dans la belle communauté de ELN. Voilà, merci à tous de votre participation. Et moi, je remercie également Violette Fox qui est en régie et qui voilà, a assuré la technique de ce webinaire. Et encore merci à tous les intervenants qui étaient partants pour, et experts de ce sujet. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.